Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, mais je vais encore raconter notre histoire concernant mon grand-père. C'est vrai qu'il y a beaucoup des histoires le concernant. On a tellement. Bref. Donc, mon grand-père avait épousé une femme, sa première femme. Elle avait déjà eu un enfant ailleurs. Et il a pris cette femme-là, il a élevé l'enfant, elle était venue enceinte, il a élevé cet enfant et il a gardé la femme. Ils ont eu à faire d'autres enfants, je pense 4 ou 5 enfants après, et jusqu'à ce que les enfants grandissent. Mais il fut un temps, l'aîné, le fils que sa femme avait fait ailleurs, a commencé à perdre des enfants. Presque tout le temps, il perdait avec sa femme. Il avait peut-être une dizaine d'enfants, il s'est retrouvé avec 4 enfants. Il perdait les enfants, il perdait les enfants, il perdait. Et lui ne comprenait pas pourquoi lui perdait des enfants. Et un jour, il est allé chez un féticheur. Arrivé chez le féticheur le fait comprendre que... le féticheur lui fait comprendre que... Désolé. Que c'est ton père qui est à l'origine de la mort de tes enfants. Il ne comprend pas. Bref, lui dans sa tête que le père en question, c'est son père adoptif. Donc, il vient attaquer mon grand-père. Il se met en spectacle dans le village. Il prend sa famille, lui, il prend une bassine, il tape mon grand-père, il le trimballe. Sorcier, je suis un sorcier, c'est toi qui tues mes enfants. Le féticheur a dit que c'est mon père. Ils ont commencé à frapper mon grand-père. Le soir arrive, mon grand-père appelle ses enfants. Il explique la situation encore à mon père. Mon père aussi n'était pas totalement d'accord. Non, si c'est un sorcier, quand vous êtes allé chez le féticheur, il est allé dire au féticheur que tue le sorcier. Si c'est de manière mystique, il faut régler de manière mystique. Mon père dit, moi je ne dirais pas que mon père n'est pas un sorcier, je ne sais pas, mais j'aurais voulu que, vu que vous avez su que c'est un sorcier, le féticheur vous ayez fait comprendre que c'est un sorcier, la moindre chose c'est de l'éliminer mystiquement. Je ne peux pas tolérer que physiquement vous frappez un vieillard. Donc tous n'étaient pas d'accord et mon père avait proposé à ce qu'on porte plainte. Mon père a dit, j'aimerais que vous portez plainte contre ces personnes-là, même si nous sommes parentés. J'aimerais que vous portez plainte. Ils ont rédigé une plainte et tout, les policiers sont arrivés. Ils ont essayé de calmer l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Mon grand-père a dit non, il reste aussi mon fils. Donc, moi, je ne veux pas qu'il parte en prison. C'est vrai qu'ils m'ont frappé, mais c'est aussi mon fils. Ma femme est décédée, elle m'a laissé avec l'enfant. C'est mon enfant, donc je ne veux rien. Je le pardonne. Je lui pardonne. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon grand-père accepte et il laisse. Mon père, tous, ils étaient contre lui. Non, papa, comment ça tu peux laisser? On t'a dit, prochaine fois, si tu as des problèmes, il nous appelle plus parce que c'est pas normal, il n'a pas le droit de te frapper. Et toi, tu demandes de laisser cette histoire. Pourquoi? Et tout et tout. 2 semaines après la scène, le même homme perd sa fille aînée. Boum. Il perd sa fille aînée dans des conditions tragiques. Est décédé. Mais après, nous, on ne sait pas. Si c'est le vieux, parce que le vieux, il a un petit cœur. Franchement, je dirais qu'il a un petit cœur. Lorsque tu lui fais quelque chose, il ne réagit pas du coup. C'est comme il a fait avec mon oncle. Il ne réagit pas du coup. Il va devoir dire qu'il est le plus sympa, le plus gentil, en disant non, je n'ai rien contre lui. Laissez, ça va aller. Je remets tout entre les mains de Dieu. Qu'ils aillent chez les féticheurs, s'ils me trouvent, qu'ils me tuent, moi je suis là, et tout, moi je ne comprends pas. Donc mon grand-père était tellement passif que lui, c'était vraiment qu'il ne se reproche de rien.
Mais après 2 semaines, on entend un décès. La jeune dame de 34 ans décède. Non, de 38 ans décède en laissant beaucoup d'enfants derrière. On se pose la question, est-ce que c'est mon grand-père qui a eu à faire ça parce que il a sûrement pris ça comme un manque de respect pour le punir davantage et essayer d'éliminer son enfant? Ou bien c'est une coïncidence? Là, je saurais vous dire. Donc on a eu le décès et on a enterré, tout s'est bien passé et tout. Jusqu'à présent, nous sommes toujours dans cette affaire-là. Donc on ne sait pas. Parce que en dehors de ça, ma grand-mère avait quand même perdu son frère. Elle avait perdu son frère, je vais rajouter comme cette petite histoire, avait perdu son père dans une autre ville. Donc elle était déjà malade. Elle vivait chez sa fille. Et pendant le décès, on avait demandé à son mari qui était au village de patienter sa femme au village. Et le monsieur a dit non, il lui est venu soutenir sa femme, il ne veut pas rester. Bon, mais il arrive en ville, il y a le décès, le frère de sa femme qui est décédé. On le laisse avec l'un de ses fils. Un bon matin, il fait son sac, boum, boum, il dit, lui, il part au décès. Et je m'en vais au décès, qui arrive au décès, il dit, il ne bouge plus. Lui, il vient retrouver sa femme. Il ne veut pas retourner chez son fils. Chez son fils qui a juste le même père que mon père. Non, moi, je vais retourner vivre avec ma femme. Moi, je ne vais pas rester ici. Quand il arrive, il dit à ma tante que je suis venue rester avec ta mère. La tante dit, je ne comprends pas, papa. Ta femme est ici, c'est parce que elle est malade. Il faudrait qu'on la soigne, en fait. Elle est malade. Et toi, tu dis, tu veux qu'on vous donne une chambre, vous deux, vous vivez votre amour. On attend qu'elle guérisse, comme ça, après, elle va revenir te retrouver au village. Lui, il dit non. Soit ma femme retourne avec la maladie au village, elle et moi on retourne, soit tu me loges aussi dans une chambre avec ma femme, je vais être avec elle. Ma tante est dépassée, elle dit je ne comprends pas ça. Parce qu'elle marie, mon père arrive, mon père lui parler. Ses cousins, ses frères, tous disent, ils disent à mon père que ne dis rien. Si tu ne veux pas retourner dans ta ville avec un pied, ou bien si tu ne veux pas mourir et laisser tes enfants en vie, n'interviens pas dans ce conflit-là. Cherchez l'argent du billet, payez le mari et la femme le billet, ils vont retourner au village. La mère aussi, la mère de mon père aussi, lorsqu'on lui a dit ça, il dit non, justement le billet, je vais retourner avec mon mari, je vais retourner avec lui, et vous ne voulez pas qu'il reste avec moi, pourquoi? Ma tante a dit que je n'ai pas assez de chambres, moi je n'ai que 2 chambres, j'ai des enfants, toi tu ne peux pas venir et ton mari vient rester là. Donc mon père a cherché l'argent du billet. Ma grand-mère n'a même pas fini le traitement et tout. Elle est retournée. En ce moment, elle est au village avec son mari. Parce que son mari a dit que si vous déplacez ma femme, moi, je vous suis. Ma femme ne peut pas être loin de moi. Elle et moi, nous sommes collés. Mais après, dans tout, je me dis que ma grand-mère, elle sait. Si elle le fait, c'est pour protéger ses enfants. Dans le fond, je me dis que c'est ça. Si elle le fait, c'est juste protéger ses enfants. Parce qu'elle sait de quoi est capable son mari. Et en étant proche, peut-être qu'elle protège ses enfants de beaucoup de choses. Mais ses enfants ne sachant rien, ils veulent intervenir. Donc du coup, ils ont accepté. Ma grand-mère est retournée. Jusqu'à présent, elle est là-bas, elle a des problèmes de yeux. Elle ne voit pas bien comment faire pour soigner ma grand-mère, vu qu'elle ne peut pas se déplacer seule. Il faut que son mari soit là. Donc, c'est à peu près ça la situation. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire que j'ai vécue dans une cité ici à Soie. Je vais faire taire le nom de la cité. En fait, j'avais une voisine. Je dis j'avais parce que elle est partie de cette cité. J'avais une voisine qui sortait avec un monsieur. Donc c'était une fille tellement ambitieuse. Et elle avait une copine qui était comme elle, qui venait de temps en temps lui rendre visite. Elle faisait des bruits dans sa chambre. Ça me mettait même mal à l'aise. Donc c'était les filles du dehors, quoi. Elle était tellement ambitieuse.
Elle passait le temps dehors, elle rentrait tard et tout. Espècement avec les sugar daddy. Bref, elle a rencontré un monsieur là-bas dehors, dans leur dehors, comme ils disent. Le monsieur a commencé à venir lui rendre visite de temps en temps dans sa chambre. Donc, le monsieur, parmi ses clients, le monsieur était parmi ses clients et lui, le monsieur lui avait fait comprendre à la jeune fille que lui ne voulait pas seulement rester client, il voulait être son petit ami, son copain et tout. Mais le monsieur lui avait dit qu'il est marié, qu'il a une femme et les enfants. C'est un grand type de ce pays, et je vais taire le nom. Vous connaissez les étudiantes, quand elles sont là, bon, elles sont loin de la famille, parfois certains n'ont même plus de parents, ils se battent pour payer les études, la chambre et tout, pour manger. Donc, ce qui fait que nombreux sont ceux qui se jettent dans le dehors pour survivre. Monsieur venait lui rendre visite constamment à la cité, il venait chaque fois échanger les marques de voitures. En fait, il mettait la fille bien et tout. Un jour, la fille appelle sa copine. Avant sa DMG, on s'est rendu compte à la cité que la fille perdait, non seulement elle perdait son éclat, et elle maigrissait, elle perdait le poids. C'est comme si elle séchait. On lui demandait ce qu'elle a, qu'est-ce qui ne va pas. Elle disait qu'elle ne sait pas, mais bon, que ça va aller et tout. Quand elle part à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne voit rien, mais elle fait que sécher, elle fait que maigrir et tout. Mais elle ne comprend pas. Bref, un jour, elle fait appel à sa copine, elle fait comprendre à sa copine. Et Dieu merci, j'étais dans cette conversation, on était tous à la cour de la cité. Elle fait comprendre à sa copine que il y a un phénomène qu'elle ne comprend pas quand son sugar daddy vient lui rendre visite. Donc, elle explique que pendant que le monsieur vient, comme elle était au 3e niveau, pendant que le monsieur vient, elle regarde par la fenêtre, elle le voit arriver, elle est consciente que oui, le voilà qui vient. Vous voyez, tu vois. Mais, quand le monsieur entre dans sa chambre, jusqu'à ce qu'il reparte, elle ne se souvient de rien du tout. Elle ne se souvient de rien du tout. Mais à son réveil, elle couvre les laces de billets sur le lit. Elle ne comprend rien et elle se sent tellement fatiguée, épuisée, comme ça elle avait couru 150 km à pied. Elle ne comprenait rien. Ah, sa copine lui a demandé, moi-même je lui ai demandé, mais comment ça? Tu fais quoi avec lui? Si c'est que tu vois que tu as fait le contrat, c'est comme ça tout le temps quand il vient. Mais laisse-le, ouais, mais elle nous a dit que non, le monsieur l'aide vraiment beaucoup. Vraiment, elle ne peut pas le laisser, surtout qu'elle n'a pas de preuve de ce qu'il fait d'elle et tout. Mais ce qu'elle voudrait, c'est qu'on l'aide à voir ce que le monsieur fait d'elle quand il entre dans sa chambre. Moi, j'ai demandé à sa copine et moi, on a demandé que bon, tu veux que on t'aide comment? C'est comme ça qu'elle propose à sa copine. Vu que moi, j'étais pas sa copine, j'étais sa voisine. Comme on s'est retrouvé en bas au rez-de-chaussée à sécher les habits, donc elle causait avec sa copine. Moi aussi, je suis entendu la conversation comme ça. Bon, elle a proposé à sa copine de... Elle lui a dit que bon, comme elle aura rendez-vous avec son sugar daddy en semaine, et cette notre cité a un grand placard. 4 personnes peuvent même entrer à l'intérieur. Bon, elle a proposé à sa copine d'ancrer, de venir le jour du rendez-vous avec le sugar daddy. Qu'elle vienne en avance, qu'elle se cache dans le placard avec une machette. Donc, qu'elle se cache, elle soit armée, on ne sait jamais. Qu'elle entre dans le placard, comme ça, le monsieur ne saura pas qu'elle est là quand elle va venir. Elle pourra voir ce que le monsieur fait avant qu'elle ne perde connaissance, comme ça se passe toujours. Parce qu'elle ne comprend pas que c'est quand le monsieur vient, elle le voit bien venir. Dès qu'il entre dans la chambre, ils se font un câlin, elle ne se souvient plus de rien jusqu'à ce qu'elle se réveille. Sa copine a un peu hésité, elle a eu peur, mais c'est des risques et tout et tout. C'est que je dis à sa copine que bon, tu es sa copine.
Vu que l'argent que le sugar daddy lui laisse, elle te donne souvent. Donc, c'est le moment de dire comment elle sèche, elle maigrit, elle fane et tout. Ce n'est pas normal. Il faut l'aider. Tu es vraiment sa copine. Vous faites le bilan ensemble. Moi, je ne peux pas l'aider parce que moi, déjà, je ne connais pas le monsieur en question. Moi, je n'ai aucune affinité avec elle, sauf le voisinage. Je n'ai jamais mangé de son 5 francs et tout. C'est comme ça que j'ai fini par convaincre sa copine. Elle a accepté. En semaine, donc, le sugar daddy était censé arriver. Comme il était prévu, sa copine est arrivée à l'avance. Elle est entrée dans le placard. Bon, vu que moi j'étais déjà au courant de ce plan, j'ai signalé dans le groupe de la cité que tout le monde doit être attentif parce que quelque chose risque de se passer aujourd'hui. En fait, je mettais les gens en garde dans les chambres, donc chacun devait être attentif. Bon, les gens ont demandé à le groupe que il s'agit de quoi et que je n'ai pas voulu en faire l'état, je n'ai rien dit à personne. Sinon, si j'allais été, les gens allaient s'enflammer, les gens allaient faire, le plan allait échouer, quoi. Du coup, le monsieur est arrivé, il a fait comme d'habitude. Selon ce que sa copine nous raconte, parce que bien après, on se seulement retrouvé, bon, les voisins se sont retrouvés dans la chambre de la fille en train de taper un serpent. Vous voyez. Donc, ce que sa copine raconte, c'est que quand le monsieur arrive, tu vois, DMG, quand le monsieur arrive dans la chambre, arrive dans la cité, la fille le voit, tant pour moi. Quand il langue, il y a un baiser qu'il fait à la fille, à la joue. Dès qu'il fait ce baiser, la fille s'écroule. Donc, on dirait que le baiser est envoûté. Donc, la fille s'écroule. Quand la fille s'écroule, il la prend dans ses bras. Il la fait coucher sur le lit. Il va à la douche. Tout ça, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un dans le placard qui les regarde. Il va dans la douche. Quand il sort à moitié humain, à moitié serpent. Quand il sort à moitié humain, à moitié serpent, il se met à faire il se met à coucher avec la fille, au niveau de la queue du serpent. Vous voyez? Au niveau de la queue du serpent. Quand la fille dit donc que quand le monsieur revient, donc, étant déjà transformé, tellement ce qu'elle a vu l'a effrayée, elle a bougé dans le placard. Quand elle bouge dans le placard, heureusement, Dieu merci, elle avait la machette dans le placard. Quand le monsieur ressent que... Donc, elle dit qu'elle a fait un bruit dans le placard. Elle a commencé à respirer fort, elle avait tellement peur de ce qu'elle voyait. Le monsieur a senti la présence de quelqu'un dans le placard. C'est comme ça qu'il est allé faire le placard. Et heureusement, comme c'était une cité neuve, le placard était encore neuf. Donc, on pouvait fermer de l'intérieur, il y avait encore les serrures. Là, s'est enfermé à l'intérieur. Quand le monsieur s'approchait du placard, elle a commencé, donc le monsieur a commencé à taper le placard avec sa queue, à faire les bruits, tout pour que le placard s'ouvre, pour qu'elle fasse sortir la fille à l'intérieur. Pendant ce temps, sa copine est allongée sur le lit, inerte, morte. Donc, elle a perdu connaissance. Elle ne sait même pas ce qui se passe dans sa chambre. C'est comme ça que pendant que le monsieur faisait le mouvement pour ouvrir le placard, la fille à l'intérieur a commencé à crier, à alerter les voisins, à crier: aidez-moi, aidez-nous au secours, aidez-nous au secours. Elle a commencé à crier comme ça. Maintenant, le voisin d'à côté, comme les deux filles aimaient bien le bruit, elles rentraient de leur marche, elles mettaient le son, le film, elles mettaient vraiment le volume et tout. Elles mettaient les voisins mal à l'aise. Donc, quand elle a commencé à avoir les cris dans la chambre là, il y a un voisin qui était là, il entendait, mais lui ne savait pas que c'était un cri d'alerte, un cri de secours. Lui, il pensait que c'était que les filles ont juste peut-être mis un film et elles ont mis le volume.
C'est quand il voit comment la fille a commencé à doser le placard fort et la machette pour faire les bruits. C'est qu'il constate que le bruit, c'est comme si ça sort du mur. Tu vois, DMG. Comme si ça sort du mur, c'est où il dit, qui a fait si. Qu'est-ce que les filles font là-bas, dedans, comme ça? Et moi, j'étais pas dans la cité ce jour-là. J'étais pas dans la cité, j'avais fait un tour dans mon village. C'est pour ça que je me suis même si quand même fait que j'allais être voisin, que ce jour, il devait être attentionné, attentif à ce qui va se passer à la cité. Donc, quand le voisin a repensé parce qu'il dit qu'il a repensé à mon message. Parce que je lui ai quand même donné des indices de la chambre d'où les choses pourraient se passer. C'est comme ça qu'il se rend compte que c'est peut-être la voisine, la lettre qu'elle faisait dans le groupe, peut-être c'est ça qui se passe là-bas. C'est comme ça qu'il arrive, il appelle les autres voisins. Allons un peu voir ce qui se passe dans la chambre. Quand ils arrivent à côté de la porte, ils entendent vraiment le bruit comme si c'était vraiment. Et comme si ils ont su que c'était réel en fait, que c'était pas la télé. C'est comme ça qu'ils ont cassé, ils ont commencé à toquer. À toquer à la porte, personne ne réagissait, personne n'ouvrait. Ils ont poussé la porte. C'est comme ça qu'ils ont vu la fille aînée du milieu et le monsieur à moitié homme, à moitié serpent. Ils ont directement, donc ils sont venus avec les goudins, parce que comme elle criait tellement fort au secours, le serpent, c'est comme ça que les autres sont venus avec les goudins, les autres sont venus avec la machette. Donc ils ont ouvert, ils ont directement cassé non. Il y a un voisin qui a directement tapé la machette sur le niveau de la queue, au niveau de la queue du monsieur. Quand il a fait comme ça, le monsieur a commencé à préparer, moi s'il vous plaît, laissez-moi, il me transforme. D'abord bien, c'est moi je me transforme d'abord bien. Donc c'est comme ça donc, le monsieur, donc, on connaissait les étudiants, ils ont mis le monsieur dehors, qu'on l'a mis dans la gendarmerie et tout. C'est comme ça qu'il est devenu homme. Il a eu le temps de se transformer, mais la machine qu'on a dosée sur lui, quand il s'est transformé, c'était sur son nombril. On a pris son nombril. Bref, on l'a arrêté. Je connais plus la suite, mais Dieu merci. Quelque temps après, la fille en question s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Jusqu'au jour où je vous parle, la fille est bizarre, elle est maladive. Elle est bizarre, donc elle sèche, elle fan. Elle demandait de l'aide dans le groupe. Moi, je lui ai proposé de voir un homme de Dieu et tout. Mais bon, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce que je ne veux pas faire. Je ne connais pas la suite. Donc, tiens, voilà mon histoire. Histoire que je tenais à raconter pour sensibiliser les jeunes filles de maintenant. C'est vrai, la vie n'est pas facile, c'est dur partout. Mais même la Bible dit à quoi servirait à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme. La jeune fille de Dieu, c'est sûr qu'elle a perdu son âme parce qu'elle voulait gagner l'argent. Les sugar daddy, vice-versa, les sugar même parce que les hommes, il faut sensibiliser les hommes. Le dehors est mauvais, le dehors est risqué. Nous sommes à la fin du temps, nous sommes à la fin des temps. Soyons prudents. C'est vrai que même chez nous, on n'est pas en sécurité. Mais au moins chez nous, nous sommes mieux que dehors. Et restons en prière, chers frères et sœurs. Restons en prière parce que le monde est mauvais. Voilà une jeune fille qui se retrouve à perdre sa vérité, sa vie même, à cause des longs yeux, à cause du match vu, du candidaton, à cause des choses à dire. Donc, elle couchait avec le serpent sans savoir. Vraiment, prenons conscience, mettons-nous en prière et travaillons de nos propres mains. Même si c'est lourd, là, c'est quelqu'un dans nous, il va mieux vaut ça que rien. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Salut, bonsoir à toute la team DMG TV. J'ai promis vous saturer des histoires. Je reviens encore, Je reviens encore ce soir vous raconter une histoire. Ça, c'est l'histoire de, je vais appeler ma tante. C'est la cousine à ma maman. Donc, ma maman et elle sont des cousines. Et leur maman, avec la même mère et le même père, je pense qu'on appelle ça cousine. Et moi, nous, on appelle ça, moi, j'appelle
La dame en question, tante. L'histoire de ma tante. L'histoire se passe au Cameroun ici. Dans les années 90. Nous étions encore tous petits. Les années 90. Les années 90, j'avais je peux dire, quand l'histoire s'est déroulée, j'avais peut-être 11 ou 12 ans, par là. L'histoire se déroule dans un quartier de Douala, au Cameroun. Le quartier, c'est village, pour ceux qui connaissent bien le quartier. Village. Donc, ma tante et son mari avaient construit un village. Ils habitaient village. Ils avaient aussi fait des enfants. Ma tante et ma maman étaient des commerçantes dans un des marchés de Douala. Ma maman était à cette époque-là une grande vendeuse de poissons frais. Alors, ma tante tous les jours se rendait au marché. Et elle avait dans son quartier sa voisine qui était sa meilleure amie. Je dis bien meilleure combi, comme ça se dit au Cameroun. Sa meilleure amie. La voisine aussi, elle avait des enfants. Donc vous voyez que les deux enfants s'entendaient. Les enfants de ma tante pouvaient se rendre chez la voisine, les enfants de la voisine pouvaient se rendre chez ma tante, manger et autres. C'était comme ça. Alors, il fut un jour, ma tante, un samedi, parce que l'histoire s'était passée un samedi, un week-end. Un samedi, ma tante à la veille avait fait le repas qu'on appelle, c'est un repas traditionnel chez les Bamileke qu'on appelle le coquille. Je ne sais pas si beaucoup parmi vous connaissent le repas en question. Le coquille, c'est le haricot écrasé qui se mélangeait avec l'huile de palme qu'on emballe dans les feuilles. On peut manger avec la banane, les tarots et autres. Donc, à la veille, elle avait fait une grosse marmite de coquilles. Et elle avait cette habitude-là de faire des repas pour 2 jours. Le lendemain, donc, samedi, elle avait fait le repas le vendredi, dans la soirée. Le lendemain, samedi, autour de midi, la voisine n'étant pas là, ses enfants ont traversé, ils se sont rendus chez ma tante. Ma tante avait réchauffé le repas ce samedi-là. Elle avait servi dans un plateau les enfants, l'enfant de la voisine, parce que c'est un seul qui est arrivé, l'enfant de la voisine et les enfants de ma tante ont mangé ensemble dans le plateau. Ils avaient mangé ensemble dans le plateau ce jour-là. Alors l'enfant de la voisine est quitté, il est parti. Quand sa maman rentre de là où elle était, elle arrive chez elle à la maison, elle trouve l'enfant en train de se torturer le ventre. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Maman, j'ai très mal. Maman, j'ai très mal au ventre. Tu as très mal, tu as mangé? Ouf, pendant mon absence. L'enfant dit, j'ai mangé chez maman telle, qui est ma tante. Tu as mangé chez maman telle et tu as mal au ventre comment? Tu as l'habitude de manger là-bas, non? Maman, j'ai mangé là-bas. L'enfant se tord, l'enfant tombe. Elle soulève l'enfant. Elle l'amène chez ma tante. Oh, mon fils, avant de tomber là, il a dit qu'il a mangé chez toi. Qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Je dis bien 2 meilleures copines, 2 amies que tout le quartier connaissait que voilà les combis. Voilà les combis. 2 grandes copines. Oh non, oh non, oh non, oh, tu as fait du mal à mon enfant, tu lui as fait manger quoi? Ma tante dit, ton enfant est arrivé ici, moi j'étais en train de servir mes enfants. J'ai mis le repas, ils ont mangé ensemble. Ma tante fait appel à ses enfants, des enfants témoignent que si maman a mis le repas, nous avons mangé ensemble, c'était dans un plateau. La voisine ne veut rien comprendre. La voisine ne veut rien écouter du tout. Voilà donc comment
Des voisins sortent. Oh, c'est quoi, c'est quoi? C'est là où les voisins disent que, mais amène d'abord l'enfant à l'hôpital avant de faire les problèmes. Elle est donc partie avec l'enfant à l'hôpital. L'enfant était aux urgences. Aussitôt, elle a quitté l'hôpital. Elle avait laissé l'enfant avec ses soeurs. Elle s'est rendue au poste de police, de gendarmerie. Ma tante est venue. Ma tante, on a menotté ma tante comme une chienne. Les gendarmes sont arrivés au quartier, menotté ma tante comme une chienne, laminée au poste. Au poste là-bas, les gendarmes demandent à ma tante qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ma tante dit, de ces enfants-là, la dame et moi, nous sommes des meilleures copines, des meilleures voisines. Les enfants mangent chez elle, ces enfants mangent chez moi depuis des années que nous résidons dans ce quartier-là. Aujourd'hui, là, hier, j'ai fait le coquille. Aujourd'hui, j'ai fait réchauffer. Les enfants de ma voisine sont arrivés, comme d'habitude. J'ai servi dans un plateau. Je leur ai invité manger. Ils ont mangé, pardon, l'enfant de la voisine, pardon, a mangé avec mes enfants. Je ne comprends pas d'où vient ce mal de ventre. Ah bon? Allez. On a gardé ma tante en cellule. Mais là-bas maintenant, les sœurs, donc, mes oncles, les autres mes oncles et mes tantes se sont rendus là-bas à l'hôpital. Demander aux médecins ce qui ne va pas. C'est le lendemain, hein, après examen et autres, l'enfant sort du coma. Après les médicaments qu'on a administrés à l'enfant. C'est là où le résultat sort que l'enfant avec le ventre sale, très sale, c'est un enfant que la maman n'avait jamais nettoyé, n'avait jamais fait de lavage, de purge. Et le coquille dont vous entendez là est un plat traditionnel. Si ça trouve le ventre sale, vous aurez des problèmes. Donc, ce jour-là, l'enfant a mangé. Ça prouvait que le ventre de l'enfant était tellement sale. Et c'est ce qui avait rendu l'enfant malade. On a dit c'est une intoxication alimentaire. Les examens sont arrivés depuis le poste de police. Ma tante a été libérée. Ma tante avait été libérée. Ma tante arrive au quartier. Tout le quartier, je dis toutes les personnes qui connaissaient ma tante, qui s'approchaient d'elle. Oh, sorcière, elle a voulu tuer l'enfant de sa copine. Elle a voulu tuer l'enfant de sa voisine. Ma tante était devenue la risée du quartier. Je vous assure. La risée du quartier. Et ses enfants n'avaient plus la paix dans ce quartier-là. Toutes les copines, les copains de ses enfants avaient abandonné ses enfants. En fait, ils étaient abandonnés à eux-mêmes chez eux. Dès que l'enfant sort là, l'enfant veut jouer avec l'enfant de l'autre. Ah, quitte-la, ta mère est une sorcière, elle va tuer les gens. Ça stressait. Les enfants de mes nièces vivaient dans le stress. Ma tante n'en supportait, elle ne pouvait plus supporter. Elle s'est entendue donc avec son mari. Ils ont vendu la maison. Ils sont allés se reconstruire dans un autre quartier jusqu'aujourd'hui. Ils sont à Makepe aujourd'hui. Ça, c'est l'histoire de ma tante que je viens vous raconter. Pour dire, et depuis ce jour-là, avec l'histoire de ma tante là, quand ma mère avait été au courant, chez nous, je vous dis, ma mère était une très grande vendeuse de poissons frais. Et on mangeait le poisson à gogo chez nous à la maison. À midi, quand on nous servait à manger, on avait toujours des amis qui attendaient à la fenêtre qu'on leur passe le poisson, on les passe le poisson. Ce jour, quand c'est arrivé à sa soeur, elle est arrivée à la maison, elle a dit, je dis plus jamais donner à manger encore à quelqu'un. Je ne voudrais plus. Quand vous mangez midi, vos amis arrivent, vous les chassez. Ma maman chassait les enfants. Chez nous, on appelait notre maison le QG des enfants. Les enfants rentraient comme ils voulaient,
Surtout quand c'était à l'heure du repas midi. Parce que maman nous faisait des repas, c'était en grande quantité. Hein, puisque mon papa, lui, il était douanier. À manger, là, on ne manquait pas à manger à la maison. On jetait à manger. Maman était venue, elle avait dit, je préfère qu'on me balance tout à la poubelle. Ce que ma soeur est en train de vivre en ce moment. Je vous assure, l'enfant que je vais voir dans cette maison, manger avec vous, vous aurez des comptes à me rendre. C'est donc comme ça que nous-mêmes, nous avons arrêté de donner à manger aux amis qui venaient tout le temps à midi guetter. Parce que le poisson nous dégoûtait déjà. Nous, on mangeait le poisson, on peut dire, 20 jours sur 30. Le reste, c'est la viande. Le poisson nous dégoûtait tellement. Voilà donc comment on préférait jeter à manger. Jusqu'aujourd'hui, ma maman ne donne pas à manger à l'enfant d'autrui. Mais moi, comme je suis têtue là, elle me dit, ah, toi avec ta têtutesse là, j'espère que tu es au Gabon là-bas, tu ne donnes pas la nourriture aux voisins et aux enfants d'autrui. J'ai dit, maman, tout c'est la volonté de c'est Dieu. Moi, je donne. Si je trouve l'enfant n'a pas mangé, l'enfant de ma voisine, l'enfant est en train d'errer là, l'enfant pleure. Et j'ai à manger, je ne donne pas pourquoi. Je remets tout entre les mains de Dieu, maman. Ta soeur était innocente et voilà, l'enfant n'est pas mort. Si elle avait une main mise sur ce qui s'était passé là, l'enfant allait mourir. Et c'est parce que l'enfant n'était pas décédé et qu'on avait vu que c'est une intoxication alimentaire qu'elle avait été libérée. On ne va pas s'empêcher d'aider quelqu'un parce qu'il y a eu tel problème, maman. Je dis, ma mère est catégorique jusqu'aujourd'hui là. Elle a 73 ans d'âge. Elle ne veut pas. Là où je suis en vacances ici là, au Cameroun, je suis au village en ce moment avec elle. Je vous assure que si là, moi là, comme les enfants m'embrassent trop, 1, 2, 3, tiens, je fais le petit déjeuner. Elle dit, j'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je dis, maman, pardon, laisse-moi ça. Pardon, laisse. Voilà donc là où l'amitié est arrivée. Les deux sont devenus ennemis. Parce que quoi? Tu n'as pas pu faire confiance à ta copine. Parce que ton enfant avait mal. Au lieu d'attendre le verdict du médecin. Je ne sais pas si cette histoire est mystique, mais j'ai voulu raconter pour sensibiliser aussi certaines personnes. Et que vraiment, demander à tout un chacun de rester en prière. La prière, encore la prière, toujours la prière. C'est important. Likez, commentez, partagez. J'ai vraiment beaucoup d'histoires. Vu que je suis en vacances, je vais vous bombarder avec beaucoup d'histoires. Ok. Bonne soirée et bisous à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir BMG, c'est la fille de l'Ouest. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire. L'histoire de ma collègue de service. Je fais dans les domaines de la médecine. Et dernièrement, nous avons perdu ma collègue qui a fait sa formation. Elle a fini la formation. Elle est allée, elle a approfondi sa formation sur le terrain et elle est rentrée. Elle a ouvert son petit centre de santé. Presque 2 mois après, elle a soigné un patient et le patient l'a amené. Je m'explique. Dans tous les domaines qu'on fait, on doit être posé, prier, demander à Dieu si c'est nécessaire de le faire ou pas. Prier et demander à Dieu de nous protéger de sur ce qu'on veut travailler. Ma collègue, au fait, je vais la nommer Brenda. Brenda était une fille battante, courageuse, travailleuse, vraiment. Je l'enviais moi-même personnellement. J'enviais sa façon d'être. Elle était vraiment très, très, très coriace. Elle aimait ce qu'elle faisait. Brenda a ouvert son centre en moins de 2 mois. Elle a reçu un patient dans son centre de santé dans les environs de 15 heures un vendredi. Le patient est venu et il a dit qu'il sentait le mal à l'estomac. Elle a fait juste une injection. Elle a injecté le patient et il est parti. À peine il est parti, moins de 30 minutes, elle a appelé mon boss. Brenda a appelé mon boss pour dire à mon boss que voilà, elle ne se sent pas bien, elle a mal à l'estomac.
Quand mon boss est arrivé dans son centre, elle-même, elle a pris les produits, elle a donné, elle a dit à mon boss, voilà, j'ai mal à l'estomac, ça ne va pas. Mon boss l'a injecté. Après que mon boss a injecté, il est parti, ça a calmé juste un peu. Vendredi, samedi. Le dimanche, quand il est reparti pour l'injecter, elle a dit que non, ça n'allait vraiment pas et qu'elle devait aller dans un autre centre de santé plus, c'est supérieur, dans un centre de santé plus supérieur pour elle. Là, elle est partie dans ce centre de santé, non loin d'elle quand même. Elle est allée là-bas, on a pris soin d'elle dimanche soir, lundi, mardi et mercredi. Mercredi soir, on lui a donné les papiers, tout. On lui a demandé de payer ses factures et qu'elle sorte. Elle a pris les papiers, elle est partie pour payer par Orange Money. Ils ont dit non, ils ne prenaient pas par Orange Money. Comme elle a vu, il se faisait tard, elle a préféré patienter pour aller faire le retrait. Elle a dormi à l'hôpital mercredi soir. Jeudi matin, elle se réveille, sa soeur lui demande, va donc faire le retrait et on sort. Elle ne parvient même pas à se lever de son lit. Il n'y a pas moyen qu'elle se lève de son lit. Elle fait les efforts, ça ne donne pas. Subitement, elle commence à faire des crises. Laissez-moi, je ne veux pas partir. Laissez-moi, vous m'amenez où je ne veux pas partir. Elle a bavardé ainsi jusqu'à peut-être 10h, 11h. Là, nous, on ne savait plus sur quel pied danser, on ne savait pas ce qui se passait. Vers les 11h, elle a arrêté de parler, elle ne parlait plus. On est resté à l'hôpital avec elle jusqu'à 14h, 15h. Là, l'hôpital a demandé qu'on l'amène au CHU. À Ngoikele. Là, on l'a amené au CHU. Arrivé au CHU, ils ont dit non, on vient à l'hôpital sous réservation. Là, elle est quittée, on l'a amenée. Ils sont quittés du CHU, ils ont amené à l'hôpital général. À l'hôpital général, on a fait des examens rapides et à 20h, on nous dit que son foie ne fonctionne plus. Quand on dit le foie ne fonctionne plus, ça veut dire c'est fini. Déjà à 14h, la bouche avait déjà pourri, le sang qui sortait par les narines. Et là, à 20h, quand on est à l'hôpital général, on nous a dit que son foie ne fonctionnait plus. On a décidé donc de l'amener directement au village parce qu'ils ont dit là à l'hôpital général que quoi qu'on fasse, il n'y aura rien. Elle va rendre là. Là, mais mon patron avec sa famille sont allés payer le billet qu'on devait l'amener directement au village. Ils sont quittés de l'hôpital général avant d'arriver aux agences d'Olembe. Elle avait rendu là. Pour dire quoi? Nous, en tant que corps infirmier, peu importe ce qu'on fait, faisons-le avec les prières. Demandons à Dieu si c'est nécessaire, s'il est bon de soigner ce malade, s'il est bon. Parce que quand je parle comme ça, moi, j'ai été victime de cela. Un patient est venu, il s'est assis, il m'a dit, j'ai mal à l'estomac, je sens vraiment mal, ça me chauffe, ça me brûle, aide-moi. Moi, c'est vrai, je crois, j'ai prié, juste une petite prière simplement. Je ne me suis pas trop adonné à ça et j'ai injecté le patient. Franchement, après qu'il soit parti, c'était terrible. J'ai eu franchement mal, j'ai eu des douleurs atroces, franchement atroces. Et là, mon patron a pris quelques gélules, il m'a donné, j'ai avalé, ça s'est calmé. Je suis rentrée chez moi 18h, 20h, le même mal revient et plus fort. Là, c'est revenu vraiment fort que je ne pouvais pas supporter. Là, j'ai appelé mon chéri, j'ai dit à mon chéri que je vais mourir. Ça, ce n'est pas la blague, je sais, je suis en train de voir ma mort en face. Mon chéri me dit, comment je peux dire les choses comme ça? Je lui dis, oui, je suis sérieuse, ce mal, je n'ai jamais ressenti mal, même la douleur de l'accouchement ne valorisait pas ce mal. Ça me faisait franchement mal avec l'inflammation. Là, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée.
j'ai commencé les prières. J'ai invoqué tous les dieux que je connais, les dieux de mes ancêtres, les dieux de nos terres, le Dieu du ciel, le Dieu de tous les dieux. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je me suis recouchée. La douleur est complètement partie. Quand la douleur est partie, je dis à mon chéri que voilà, je ne ressens plus rien. Il me dit comment? Je dis oui, simplement comme ça, je ne ressens plus. Le lendemain matin, j'arrive au travail, puisqu'on avait mis ce monsieur sur injection pendant 3 jours. Dès que j'arrive au travail, le deuxième jour, le monsieur revient. Quand il revient, je me lève, je prends ces injections pour apprêter. Il me dit, madame, vous ne m'injectez pas. J'ai dit oui, je sais monsieur, je ne devais même pas vous injecter, je voulais juste apprêter vos médicaments parce que c'est pas moi qui va vous injecter. Mon patron est venu, je lui ai donné l'injection, il a injecté le monsieur. Le monsieur est parti ce jour-là, il n'est plus jamais revenu. Plus jamais revenu. Même en passant en route, je ne l'ai plus jamais rencontré, ce monsieur. Pour dire quoi, prier dans tout ce qu'on fait, on prie. On prie. La prière est importante. Peu importe ce que tu pries le Dieu du ciel et de la terre, tu pries les dieux de tes ancêtres, tout ce que tu fais, il faut prier. Invoque ton Dieu en toutes circonstances. Il viendra à ton secours. Merci DMG, c'est la fille de l'Ouest. Likez, commentez, partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille, partageons, likons et puis commentons. Vraiment, je me demandais qui a sorti le mot, qui a décidé d'appeler les abonnés de Monsieur DMGTV la famille. Ben, c'est superbe, hein? Ce mot-là, c'est vraiment superbe. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes vraiment la représentation d'une famille. Non seulement nous sommes de tous les coins de l'Afrique, mais en plus de ça aussi, nous ne sommes pas toujours d'accord sur certains points, mais nous nous assurons que nous n'oublions pas l'objectif premier de M. DMGTV, de la page de M. DMGTV, qui est raconter, partager des histoires mystiques dans le but de permettre l'évolution spirituelle de l'Afrique. Donc franchement, nous sommes vraiment une famille. Donc, en tout cas, je continue, je vais raconter l'histoire. Cette histoire se passe dans un pays africain. Ça se passe dans un quartier de middle class, donc classe moyenne. Et quand je dis middle class, ça veut tout simplement dire un quartier dans lequel tout le monde est un peu derrière sa petite barrière. Dans ce quartier-là, il y a 2 voisines. On va dire, celle dont je vais raconter l'histoire, elle s'appelle maman Adèle et son mari s'appelle papa Jean. Et ils sont mariés, ils ont des enfants. Un jour alors, c'est maman Adèle, il y avait sa copine, alors on va appeler maman Alice. Maman Alice un jour demande à maman Adèle que c'est comment vous êtes vraiment très religieux et tout ça. En fait, dans le quartier, les gens s'étaient toujours posé cette question-là. Et ils s'étaient posé des questions au point, certaines personnes avaient commencé les petits congos, un peu du style que vous êtes sûr que ce n'est pas un prêtre et une soeur qui sont venus, qui sont mariés et sont venus vivre ici dans le quartier, c'est comment? La façon dont les gens là sont religieux, c'est un genre, vous voyez, non? Ce n'était pas les chrétiens du dimanche et tout ça, non. C'était le style, le matin là, vers 4h30, 5h, on te réveille avec les chants religieux dans leur maison et trucs comme ça, vous voyez, non? Donc, les gens étaient vraiment étonnés. Les gens étaient vraiment étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont comme ça? Et en plus de ça, même dans leur interaction avec les restes des personnes du quartier, vous voyez vraiment qu'ils n'étaient pas juste religieux du bout des lèvres, mais ils vivaient vraiment cette vie-là. Ce jour-là, alors, maman Adèle vient alors près de maman Alice et lui confie alors l'histoire de la famille. Pourquoi est-ce qu'il se comportait comme il se comportait? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en fait que tu vois mon mari là, on va l'appeler papa, donc on l'a appelé papa Jean. Donc tu vois papa Jean là, quand tu nous vois accroché au cabas de Dieu là, c'est à cause de lui. En fait, papa Jean avait eu une enfance terrible, extrêmement terrible dans sa famille. Qu'est-ce qui s'était passé? Papa Jean était dans une famille polygame. Sa maman était l'une des femmes de son papa. Mais ce qui est intéressant dans cette famille-là, c'est que les enfants de toutes les autres femmes, au niveau de l'école, au niveau de la vie, s'en sortaient super bien. Mais leur maman, à eux, non seulement elle avait accouché plus de
non, elle avait accouché 9 enfants. Donc, elle avait accouché 12. Juste que les autres, c'était les fausses couches. Donc, 9 étaient nés, avaient grandi, mais n'arrivaient pas à atteindre l'âge de 3 ans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ils mouraient avant l'âge de 3 ans. C'est papa Jean et 3 autres de ses frères qui avaient résisté, qui avaient survécu en fait. Voilà alors que papa Jean, en survivant et tout ça, un jour c'est l'un de ses frères qui avait été amené par un de ses amis. L'un de ses amis avait dit que, gars, mon frère, je connais un prophète, là, viens pas. Bon, quand je dis prophète, c'est pas prophète chrétien, non. Un peu comme un gangan, comme si vous voyez, non. Il dit, viens, on va le voir. Ils arrivent alors dans le quartier, là, à Douala. Quand ils arrivent dans le quartier, donc ils arrivent chez le dit prophète. Arrivé là-bas, le prophète, après avoir fait les consultations, leur dit qu'en fait, le problème, ce n'est même pas ton père et tout ça. Le problème, ça vient de ta mère et de sa famille. Qu'est-ce qui s'était passé à la famille? Ce monsieur-là, dont le papa de papa Jean, le père de papa Jean, était un très grand agriculteur, était dans le cacao. Le monsieur était tellement riche que la plupart des gens du village, donc de la région où ils étaient, voulaient absolument placer l'une de leurs filles comme une de ses femmes. Les parents se battaient là, chacun allait voir ce qu'il pouvait voir ou bien faire ce qu'il pouvait faire pour que le père de papa Jean puisse épouser leur fille. Voilà alors que la maman de papa Jean avait été épousée, mais dans le mariage, c'était seulement de son côté, c'était grave, c'était la catastrophe. Le dit prophète dit alors que, qu'est-ce qui s'était passé? Les parents de la maman de papa Jean, quand ils étaient allés voir les sorciers, je vais dire, les sorciers leur avaient dit qu'en fait, il ne fallait pas que la maman de papa Jean épouse ce monsieur-là. Mais ils avaient dit, ils peuvent quand même faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il y aura des conséquences parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il épouse. Il fallait qu'elle était faite pour aller épouser quelqu'un d'autre apparemment. Mais les parents signaient que non, on ne peut pas laisser les opportunités qui vont venir aussi de notre côté pour permettre qu'elle aille épouser quelqu'un d'autre. Donc, ils avaient fait certains rites-là. Malheureusement, quand ils font ces rites-là, les sorciers avaient bien dit que les rites que vous avez fait là, oui, on va l'épouser, mais il y aura un impact terrible sur sa descendance. Et l'impact, c'était quoi? C'était un peu comme si papa Jean et ses frères, ses 3 autres frères, étaient nés vides. Vous voyez, non? Un peu comme s'ils n'étaient pas supposés vivre, en tout cas, ils n'étaient pas supposés être nés entre leur maman et leur papa. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'essaie d'aller doucement pour qu'on me comprenne. Donc, ils étaient vides. Ils n'avaient pas d'avenir, ils n'avaient pas de trucs dans la main. Comme on dit souvent que chaque enfant naît avec son morceau de pain dans la main. Eux, ils étaient nés sans morceau de pain. Donc, voilà comment était leur vie. Donc, quand le frère de papa Jean apprend alors ça, le monsieur là avait alors dit, le seul truc, c'est qu'il faut alors que vous vous accrochez à Dieu. Donc, que vous vous accrochez à lui comme quelqu'un qui est en train de se noyer s'accroche à la bouée de sauvetage. C'est comme ça que vous devez vous accrocher à lui. Parce que sinon, les choses qui avaient été utilisées, les entités qui avaient été utilisées pour forcer le mariage entre votre maman et votre grand-père là, vont vous avoir. Donc, si vous acceptez, vous vous accrochez à Dieu de toutes vos forces et vous allez commencer un peu à sortir la tête dans la vie. Et voilà comment papa Jean, toute sa vie, sa famille, heureusement qu'il avait épousé une femme qui avait accepté ce rythme de vie-là et tout ça, parce que vraiment, hein, c'était des enfants, mais les enfants, quand ils s'habillaient tout le temps, tu te demandais, ce sont les sœurs catholiques ou quoi? Donc, vous voyez un peu la femme aussi, toujours habillée, quand je dis habillée, décemment, vous voyez, non, décemment, un comportement décent et tout ça. En tout cas, elle avait été bénie de ce côté-là. Donc, la famille, prenez soin de vous, passez une bonne journée, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir BMG, c'est la fille de l'Ouest. Je viens aujourd'hui vous raconter l'histoire que moi-même j'ai vécue dans le taxi à Yaoundé. J'ai pris le taxi à Yaoundé d'Itouti pour Van, pour Coron, au fait, au carrefour Coron Camilla. Dans le taxi que j'ai emprunté, il y avait 2 messieurs, un à l'avant, un à l'arrière. Moi à l'arrière et le chauffeur, donc nous étions 4. On a encore transporté une autre personne, mais cette personne-là est descendue
en cours de route. En cheminant, donc, le monsieur qui était assis à côté de moi, en feuilletant son téléphone, il voit une vidéo dans son téléphone. Il était en train de voir la vidéo et il montrait que regardez la vidéo de la dame qui s'était déshabillée là en Kouaban. Il dit regarde comment une femme se déshabille en route, elle n'a pas honte, elle marche, c'est pour attirer l'attention des gens. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Moi aussi, je cherche, je vois la vidéo. Je lui dis, bon, quand je vois la vidéo, je dis, ah, c'est sa part de vie qu'elle a choisi. Et puis, je m'en passe. On continue, on causait simplement dans le taxi. On avance jusqu'à un niveau. Le monsieur, je me dis, ah, je vais prendre la vidéo parce que pour rentrer avec, pour faire voir ça à mon chéri. Étant dans le taxi, donc j'ai donné mon numéro à ce monsieur pour qu'il m'envoie la vidéo. Quand il m'envoie la vidéo, il enregistre et je m'en passe. Je n'ai même pas enregistré le numéro de ce monsieur. Je me suis en passé simplement. Quelque temps après, le monsieur, on est toujours dans le taxi, quelques minutes, il commence à me demander, Madame, vous croyez en Dieu? Je lui ai dit oui, je crois en Dieu. Il dit, vous faites quelle église? Je lui ai fait comprendre que moi, je ne pars pas à l'église. Mais si je dois partir dans une église, c'est église protestante. Excusez-moi, je ne suis pas là pour discerner les religions, ça ne me concerne, je parle de moi. J'ai dit, si je dois aller dans une église, c'est l'église protestante. Il dit, ah ben si tu ne pars pas à l'église, ça tombe bien. Là, tu vas donc adhérer à notre église et là, je vais te parrainer. Je lui demande que, mais qu'est-ce que vous parlez de quoi? Quelle église? Il y a une église où on doit parrainer quelqu'un ou c'est comment? Il me dit que oui, il y a toujours quelque part, on doit toujours amener quelqu'un quelque part. Et je vais tenir ta main pour t'amener là-bas. Je lui dis non, ça ne m'intéresse pas. Il dit non, si tu ne pars pas à l'église, et que tu crois en Dieu, tout ça, ce sont les histoires de Dieu. Donc, je vais te parler de la Rose-Croix. Il faut entrer dans la Rose-Croix. Il y a les degrés, comme à l'église. Tu viens à l'église, tu es membre de l'église. Après, on te monte. Tantôt, tu deviens choriste. Tantôt, tu deviens conseiller ancien, etc. Ça ne m'intéressait pas. Là, je lui ai fait comprendre que monsieur, ça ne m'intéresse pas, votre Rose-Croix. Il me dit non, il faut essayer. Si tu veux, je vais t'introduire. Là-bas, je t'amène, tu pars. J'ai dit non, monsieur, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Là, le monsieur a insisté. Je lui ai fait comprendre que ça ne m'intéressait du tout pas. Parce que d'abord, je ne pars pas à l'église. C'est pas là-bas que je vais partir. J'ai la foi, je crois en Dieu et c'est tout. Si j'arrive quelque part où on prie, que ce soit en islam, que ce soit les catholiques, que ce soit quoi, quelle église, si j'arrive qu'ils soient en train de prier, je prie parce que je crois en Dieu. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour prouver quelque chose à quelqu'un. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un sur la terre. C'est Dieu le seul. Quand je dis ça, il me dit non, madame, ne prenez pas ça comme ça. Il faut réfléchir. J'ai dit, j'ai compris. Je suis sortie, je ne voulais même pas continuer. Au niveau de Kamé, j'ai demandé à ce que le chauffeur me laisse. Il dit non, si j'ai parlé de ça et que vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de descendre, il faut laisser. Je me suis tue. On a continué jusqu'à Coron et le chauffeur m'a laissé. Je reste 2 semaines après. Le monsieur me contacte, il m'écrit. Salut madame, comment vous allez? Je réponds aussi simplement, je vais bien monsieur, merci. Et vous? Il me dit ça va. Je dis ok. Il me demande, vous avez réfléchi par rapport à ce que je vous ai parlé dernièrement? Je lui ai fait comprendre que ça ne m'intéressait pas, je ne sais pas pourquoi il revient avec ce sujet. Il me dit non, il faut essayer et toi-même tu vas voir la suite. Là-bas, on va te bénir, tu auras plus de bénédictions. Je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas intéressé. Il a insisté pour longtemps. Je lui ai dit, je ne suis pas intéressé. Je suis restée tranquille. Je n'ai même pas pris la peine de dire que je vais le bloquer. Moi, c'est difficile que je bloque quelqu'un chez moi. 1 semaine après, le monsieur est revenu recommencer avec le même sujet. Madame, il faut essayer. Je lui ai fait comprendre que monsieur, peu importe ce que vous allez dire, que vous allez faire, je reste sur ma décision et c'est catégorique.
Je n'ai même pas envie, même l'envie de cheminer avec quelqu'un pour le guide spirituel. Pour que vous me dites que je dois adhérer à votre église. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Là, le monsieur me dit, non, il faut prendre le temps. Je te laisse encore un peu de temps de réfléchir. Là, on va causer. J'ai dit ok. Et dès que j'ai dit le ok, je l'ai bloqué. Pour dire quoi à mes soeurs et à mes frères, soyez vigilants. Le dehors est mauvais. Peu importe où vous marchez, où vous posez les pieds. Et il y a le négatif. Quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, il se lève, il te propose carrément qu'il va t'amener dans une église. Il me parle d'église et il dit c'est la Rose Croix. La Rose Croix, il va m'introduire et il va me parrainer. Il sera mon parrain. Franchement, mes soeurs et mes frères, faites très attention. Si je n'étais pas forte d'esprit, ce monsieur m'amenait. Si je n'avais pas été catégorique sur ma décision, il m'amenait. Et dès que je l'ai bloqué, il a cherché à me contacter avec un autre numéro WhatsApp. Et dès que j'ai vu ce nom, j'ai su que c'était lui. J'ai bloqué ce compte WhatsApp, même je l'ai supprimé pour éviter beaucoup de choses. J'ai plusieurs comptes WhatsApp, mais cela j'ai bloqué. J'ai supprimé ce compte WhatsApp catégoriquement. Ok, merci. Soyez vigilants, mes frères et sœurs. Le dehors est mauvais. Soyez très vigilants. Je reviendrai pour d'autres histoires. Likez, commentez, partagez. C'est la fille de l'Ouest. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.